Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. Téhéran a confirmé ce dimanche 1er mars 2026 la mort de son guide suprême, Ali Khamenei, tué dans l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, lequel a riposté en visant l'Israël et plusieurs pays arabes. Des précisions dans ce journal. Le mouvement politique Vision de la nouvelle génération VGNSL a organisé un meeting ce week-end au cours duquel il a déclaré son soutien au duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. On en parle dans cette édition. La 18e journée de la Celtics League 1 de football a connu son épilogue ce week-end. Vous suivrez dans cette édition les résultats issus des différentes rencontres. Voilà ce qui est du sommaire. On se retrouve juste après ceci pour le développement. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer chez vous. Annoncé ce samedi 28 février par le président américain Donald Trump, la mort du guide suprême Ali Khamenei a été confirmée par la télévision d'État iranienne. Les gardiens de la révolution ont promis un châtiment sévère aux responsables. Avec sa mort, la République islamique a effectivement pris fin et sera bientôt renvoyée dans les poubelles de l'histoire, a jugé sur Inst, le fils du défunt Shah d'Iran, Reza Pahlavi. La transition sera assurée par un triumvirat composé du président iranien, du chef du pouvoir judiciaire en Iran, ainsi que d'un membre du Conseil des gardiens de la Constitution, a annoncé la télévision d'État. Dans la nuit, la nouvelle de la disparition de celui qui a guidé l'Iran d'une main de fer durant près de 37 ans dans la prolongation d'Ayatollah Khomeini avait été accueillie par des applaudissements et de la musique depuis certaines fenêtres et pas des acclamations dans les rues. Selon les informations à cet effet, les autorités iraniennes ont immédiatement décrété une période de deuil national de 40 jours, assortie de 7 jours fériés. Retour au plan national à présent, je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, le mouvement politique Vision de la nouvelle génération, VNG2SL, a organisé un géant meeting au cours duquel il a déclaré son soutien au duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadani, Mariam Tchabi Talata. C'était ce week-end à Diassien, dans la ville de Porto-Novo. Le reportage avec une équipe de notre rédaction. Alias Vatos pour les intimes. C'est par ce géant meeting que le mouvement politique Vision de la nouvelle génération VNG-INS-L a manifesté son soutien au duo de la mouvance présidentielle Wadani et Talata ce samedi 28 février 2026 à Diassien. Une déclaration à quelques mois de l'élection qui s'inscrit dans la droite ligne de la continuité des chantiers entamés par le chef de l'État. Le mouvement politique VNG-INS-L s'inscrit dans cette dynamique depuis 2016 pour participer aux côtés des autres forces politiques pour les campagnes présidentielles ayant porté le président Talon à la magistrature suprême en 2016. Pour nous, au VNG-INS-L, nous sommes dans le présent continu à travers notre soutien total et indéfectible à son collaborateur désigné et mérité, le ministre d'État Wadani Romuald, pour continuer les œuvres salvatrices, pour continuer, conduire à terme les grands projets de ses ambitions, les ambitions de Talon et ses souhaits. Oui, et ses souhaits à travers Béni Alafia 2060.
C'était également l'occasion pour le président du VNG INS-INSL, Barthélemy Godonou, d'inviter la population à voter massivement pour le candidat Ouaddaï. Nous implorons le peuple béninois, dans toutes ses composantes, de plébisciter notre candidat à travers un excellent pourcentage en participation et en suffrage recueilli le 12 avril 2026. Cette déclaration de soutien ici à Porto Novo, qui s'est achevée par des prestations artistiques, marque le début des activités du VNG INS-INSL dans les préparatifs de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. À l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026, la mission préélectorale du National Democratic Institute a séjourné au Bénin pour évaluer le processus électoral. Voici l'essentiel de son diagnostic après des échanges avec les acteurs politiques et institutionnels. Un élément que nous proposent nos confrères de la télévision nationale. Pendant son séjour, la mission a rencontré les acteurs du processus électoral, notamment les représentants de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, de l'Assemblée nationale, des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile, des médias, du monde universitaire, ainsi que les deux candidats présidentielle. À l'issue de ces échanges, la mission a noté que les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026 progressent comme prévu, mais que les réformes démocratiques à plus long terme seront nécessaires pour garantir le pluralisme politique et permettre au Bénin de rester fidèle à sa tradition démocratique. Aussi, la mission a formulé des recommandations pour le court terme et à long terme visant à renforcer la participation et la représentation citoyenne au Bénin. Les Béninois méritent des élections crédibles et inclusives où les électeurs peuvent exprimer des décisions éclairées concernant leur gouvernance. Construire et entretenir la démocratie est un processus de tous les jours, a noté la présidente Samba Panza. Nous saluons le rôle de pionnier joué par le Bénin dans les transitions démocratiques en Afrique francophone à travers la conférence nationale innovatrice organisée en 1990. Et nous nous attendons à ce que le consensus d'attente sur la voie démocratique du pays soit toujours renforcé. Fin de citation. La mission exprime sa gratitude aux nombreux Béninois qu'elle a pu rencontrer pour avoir généreusement partagé leur temps et leur point de vue sur les prochaines élections et le contexte dans lequel elles seront organisées. Les activités de la mission ont été menées conformément aux lois du Bénin et à la déclaration des principes pour l'observation internationale des élections adoptée par les Nations Unies en 2005 et approuvée par 65 organisations, donc l'Union africaine et la CEDEAO. Toutes les activités ont été menées de manière strictement impartiale et sans interférence dans le processus électoral. Afin de célébrer autrement la conférence des forces vives de la nation, Maïssa Ratraoufou et Rosine Sodokin, jeunes diplomates en formation, ont organisé une rencontre du 27 au 28 février dernier à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. La séance a connu la présence des témoins de l'histoire comme le président Jean-Baptiste Elias et maître Robert Dossou. Le reportage avec une équipe de ESAE TV.
36 ans après la conférence des forces vives de la nation de 1990, se tient ce 27 février cette rencontre afin de la célébrer autrement et de se souvenir de l'histoire. Une deuxième édition initiée par des jeunes diplomates, Maïsarat Raoufou et Rosine Sodokin, avec l'appui des bénévoles et de Hervé Kanzé. La conférence des forces vives de la nation autrement est née pour rompre avec ce rythme de transmission principalement scolaire de l'histoire et de la distance presque émotionnelle entre notre génération et cet événement fondateur. Nous avons voulu créer cet espace pour questionner, comprendre et surtout pour nous approprier de l'histoire. Afin d'empêcher que cette histoire démocratique s'oublie de nos mémoires, nous devons profiter de la présence de certains témoins de 1990 pour recueillir, comprendre et à notre tour la transmettre aux futures générations. C'est là que notre projet prend tout son sens. Pendant 2 jours, les participants vont se remémorer l'histoire. Ce 27 février 2026, Maître Robert Dossou et Jean-Baptiste Elias ont apprécié l'initiative et ont partagé leur témoignage avec la jeune génération. Je vous remercie d'avoir initié une telle rencontre. Nous sommes à peine 10 ou 15% de ceux qui vivaient à l'époque et qui connaissaient réellement la situation. Et je me suis dit, mais il faut y aller. Je vous félicite d'avoir pris l'initiative de le faire, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin parce que vous devez répliquer ce que vous avez entendu. Vous devez former les gens. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des cadres, des intellectuels sur la terre du Bénin qui délibérément distillent des contre-vérités sur la conférence nationale. Absolument. Ma mission aujourd'hui est de passer, d'être le passeur, de redresser la vérité lorsqu'il faut la redresser. Après plus de 2 heures d'échange, les participants sont sortis édifiés de cette rencontre. Je m'en voudrais ne pas remercier d'abord les femmes qui ont su initier ces projets, notamment Mme Raoufou et Mme Sodokin, qui sont des amis à moi. D'abord, en ce qui concerne mes impressions face à cette conférence, il faut dire que c'est quelque chose à saluer, parce que comme on le dit souvent, l'histoire est la maîtresse d'une vie. Pour mieux faire, pour bien faire, il faudrait que nous, étant des jeunes d'aujourd'hui, nous allons faire recours à nos histoires pour pouvoir bien faire. Là, je pense que c'est une conférence très très belle, de grande taille à saluer. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai décidé de participer à cette conférence aujourd'hui, venir prendre connaissance de ce qui s'est réellement passé au cours de la conférence des forces vives de la nation. Et j'ai pris du plaisir à écouter nos aînés, le maître Robert Dossou et monsieur Elias Jean-Baptiste, qui sont venus partager avec nous leur expérience. Je retiens de toutes ces interventions que la démocratie n'est pas un acquis définitif. Les témoins ont mené un combat et nous ont ramené ce qu'il faut, notre liberté. Eh bien, le reste maintenant incombe à nous jeunes, à non seulement rester sur le côté de liberté, mais commencer par construire un avenir afin que le développement soit au rendez-vous au sein de notre patrie. Ainsi se referme cette première journée. Organisateurs, étudiants et toutes les personnes présentes vont poursuivre les échanges afin de déboucher sur des propositions concrètes pour le développement du pays. Dans un autre registre à présent, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Diog-Benoît, a reçu le lundi 23 février à son cabinet au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Pendant plusieurs minutes, les deux personnalités ont abordé les grands axes de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment les programmes de l'Institut pour la gouvernance démocratique qui renforcent les capacités des jeunes et des femmes aux valeurs démocratiques pour le développement. On le suit à sa sortie d'audience au micro d'une équipe de la télévision Hémicycle. Monsieur le Président, très ravi de vous recevoir.
Je me réjouis d'être reçu au début de son mandat comme président de l'Assemblée nationale. On a parlé des excellentes relations bilatérales entre le Bénin et les Pays-Bas, basées sur des intérêts comme le développement économique, les relations commerciales, les investissements, mais aussi la stabilité et la sécurité. On travaille ici comme Pays-Bas dans le domaine de l'eau, dans le domaine de sécurité alimentaire et dans le domaine de santé. Et on est en train d'élargir nos relations vers l'économie, vers la politique, vers la sécurité. On a parlé en particulier aussi de nos actions pour renforcer les capacités politiques des jeunes et des femmes. C'est un programme qu'on fait avec l'IGD et qui a résulté à beaucoup plus de jeunes et des femmes qui sont maintenant pas seulement actifs en politique, mais aussi dans des positions importantes dans le gouvernement local, mais aussi ici au Parlement. Restons toujours au palais des gouverneurs à Porto-Novo où le président de l'Assemblée nationale, Joseph Ifame Diogbenou, a également reçu le mercredi 25 février dernier l'ambassadeur de l'Angola près le Bénin, José Bamokina Zo. Les échanges étaient axés sur le renforcement des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire. On le suit à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la télévision Hémicycle. Nous avons eu à échanger et surtout lui présenter les félicitations de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de l'Angola. Comme vous savez, son Excellence a été fraîchement élu comme président de l'Assemblée nationale et c'était un moment pour nous aussi de lui transmettre de façon solidaire et confiante. Nous savons que c'est une grande responsabilité et que le peuple angolais, par son Excellence le président de l'Assemblée nationale, est prêt à renforcer les relations de coopération, collaboration qui toujours ont été au centre de nos deux peuples. Vous savez aussi que nous traitons ici d'une question qui se joue au niveau de la Maison des lois. Nos pays respectifs sont en train d'engager des profondes réformes à tous les niveaux, au niveau des institutions. Et nous pensons que ces échanges réguliers vont permettre à nos deux peuples d'accompagner la dynamique et surtout consolider les acquis démocratiques. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Kokouloko, a officiellement ouvert le mercredi 25 février 2026 les travaux de la première session ordinaire de l'année 2026. C'était en présence des conseillers, cadres, responsables des fêtières et responsables d'organes de presse, une équipe de notre rédaction pour la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il faut déjà faire le point des élections passées, des élections législatives? Vous savez, nous à la HAC, cette mandature, nous n'avons aucunement la posture de l'enseignant qui félicite les élèves. Non, absolument pas. Nous nous considérons comme des arbitres et nous pouvons constater que les joueurs que vous avez bien joué, vous avez respecté les règles du jeu. Vraiment. Nous avons eu le bonheur à la HAC, cette fois-ci, d'exiger des thématiques par rapport auxquelles les partis politiques ont été obligés de se prononcer. C'est bien la première fois. Ce ne fut pas un exercice facile pour eux. Vous savez que certains des partis politiques qui avaient l'obligation de prendre au sérieux ont été obligés de reprendre leurs prestations. Parce qu'ils étaient habitués à venir dire « je suis le plus beau, votez pour moi ». Cette fois-ci, nous avons dit « prononcez-vous » sur des sujets qui intéressent les Béninois. Ici sont pliés. Nous avons reçu les échos. Et le mérite vous revient à tous les médias. Nous avons eu l'idée, c'est vous qui avez mis ça en musique.
Je ne voudrais pas pour le moment déjà féliciter l'administration de la HAC. Ils ont du métier déjà, parce que ça fait 31 ans qu'ils organisent des élections. Mais toujours est-il qu'ensemble, comme le commissaire de Tampi, j'étais tenté de dire, les gars, ça on fait du bon boulot. Mais ce n'est pas fini, nous sommes à la mi-temps au fond. Il y a ces présidentielles qui s'annoncent. Et la HAC, nous allons encore, comme d'habitude, je vais dire habitude parce qu'une deuxième fois, on peut dire que c'est déjà une habitude, essayer d'imposer des thématiques. Il y a quelques semaines, la directrice de la télévision nationale m'a appelé pour dire, Président, pour faire débat entre les candidats, il faut que je sois déjà au courant parce qu'il y a des dépenses à faire. Il y a des plateaux à préparer, que ça ne se... Je dis, mais je veux bien, mais vous devez faire comme s'il y aurait débat. Parce que, hélas, en matière de présidentielle, la HAC propose, les candidats disposent. Aucune loi ne leur fait obligation de faire un débat, hélas. Mais nous allons travailler comme s'il y aurait débat, et tout au moins, nous allons quand même exiger des débats sur des thèmes, même si ce n'est pas les candidats eux-mêmes. Parce que nous sommes dans une dynamique où nous prenons les auditeurs, nous prenons le peuple au sérieux, les électeurs au sérieux, et les partis politiques, et les candidats actuellement, eux aussi, sont dans cette dynamique. Donc, nous espérons qu'il y aura débat entre les deux têtes, sinon, à défaut, ils vont envoyer des cadres pour faire des débats. Mesdames et messieurs, vous avez dû constater que nous n'avons pas pris de décision de pré-campagne cette fois-ci. On n'avait même pas constaté. Sinon, nous allons prendre des décisions de pré-campagne. La HAC a jugé que ce n'est pas nécessaire. Parce que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette mandature travaille à ce qu'avec le temps, les médias n'aient plus besoin d'une HAC, d'une régulation pour gérer une campagne électorale. Parce que l'exigence d'équité, c'est déontologique. Et puis, l'exigence d'égalité dans le service public, à un moment T, c'est le bon sens. Nous travaillons désormais à ce que tout cela se normalise et que les médias soient libres parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que dans les pays qui se respectent, on n'a pas besoin d'une HAC pour organiser une campagne électorale dans les médias. Non. Nous avons beaucoup de choses à faire, croyez-moi. Parce que la HAC, les élections, ça me prend du temps. Je prends juste un exemple où je suis tombé des nues quand j'apprends qu'une radio religieuse, il paraît que c'est une très vieille émission. Je tombe des nues. Ou c'est que ce n'est pas la première fois. Où très souvent des gens viennent dire des âneries monstres pour dire qu'ils ont rencontré Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait avant de rencontrer Dieu, qu'ils ont bu du sang, qu'ils ont coupé des têtes. Et ça passe depuis des années et nous sommes là. C'est une pierre que je jette dans notre jardin à la HAC. Moi, le premier passé, j'ai été déjà à la HAC il y a 10 ans. Il paraît que c'est une émission qui a 10 ans. Et nous n'avons pas su. Donc, il faut que la HAC se concentre, c'est-à-dire sur le côté. Parce qu'il y a, pour Radio Maranatha, c'est censé une radio religieuse. J'imagine, dans l'intérieur du pays réel, le nombre de radios que nous avons, où il se passe peut-être des émissions plus graves que nous ne suivons pas. Pourtant, nous avons quantité de correspondants, quantité d'analystes. Il va nous falloir recentrer sur notre cœur de métier, qui est la régulation de tous les jours. Mais, pour le moment, nous allons encore faire le travail pour les élections présidentielles. Nous allons réguler. Et pour le moment, je vous dis que nous n'avons pas pris de campagne, nous n'avons pas pris de décision de pré-campagne. Parce que nous savons que les médias sont de plus en plus mûrs et savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous allons prendre des décisions pour la campagne, cela va sans dire. Mais pour le moment, nous continuons de faire confiance à votre bon sens et à votre professionnalisme. D'une session à une autre, le Conseil économique et social a procédé également le mardi 24 février 2026 à l'ouverture solennelle de sa première session ordinaire de l'année 2026 dans un complexe hôtelier de la Place Largue. Cérémonie présidée par
Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social, a rassemblé conseillers, invités de marque et délégations étrangères, donnant à l'événement une portée institutionnelle et internationale. Le reportage dans cet élément. Placée sous le thème « Panier citoyen et bien-être », la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2026 a réuni des éminences grises venues des pays d'Afrique et d'Europe. À l'ouverture des travaux, Conrad Baguidi, président du CES, prononce un discours axé sur la coopération et le partage d'expériences. Notre Conseil a opéré une véritable transformation. Nous avons instruit et répondu à plus de 2000 sollicitations de nos chères populations au niveau des différents conseils départementaux de notre pays. Nous sommes descendus sur le terrain, au plus près des réalités des territoires, pour rencontrer plus de 10 000 de nos concitoyens et nous avons mené à terme l'étude approfondie de 8 sujets d'autosaisine portant sur des enjeux vitaux pour notre nation. Ce dynamisme inédit consacre notre métamorphose et fait aujourd'hui du Conseil économique et social une institution de type nouveau, une institution visible, impactante et j'espère de plus en plus performante. Il faut rappeler que la présente session s'ouvre au lendemain d'un rendez-vous démocratique majeur pour notre pays, les élections générales du 11 janvier dernier qui ont consacré le renouvellement simultané de la représentation nationale et des exécutifs communaux. Je saisis d'ailleurs cette heureuse tribune pour adresser de vive voix mes plus chaleureuses félicitations à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, en qui l'ensemble des députés de la nation ont unanimement accordé leur confiance. Je les invite instamment à placer l'intérêt supérieur de nos communautés au-dessus de toute autre considération dans l'exercice de leurs charges. Ce n'est qu'à ce prix, et à ce prix seulement, que le développement local sera une réalité dans notre pays. En 2025, le chef de l'État, le président Patrice Talon, envoyait en mission l'actuelle mandature du Conseil économique et social pour rendre plus dynamique l'institution. Un an après, les fruits semblent tenir la promesse des fleurs, au dire du président du CES. En ce jour solennel, son appel à l'action a résonné pour nous comme une véritable lettre de mission. Ces mots, demeurant gravés dans nos mémoires, je cite: « De votre efficacité dans la contribution à la mise en œuvre d'une politique pertinente de développement équilibré du territoire et des secteurs dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois en passe d'être effacée. » Ce jour-là, il nous a répété la citation. Nous avons entendu cet appel et nous en avons fait notre boussole. De notre entendement, soit nous apportions la preuve irréfutable de notre utilité pour les populations, soit le Conseil économique et social disparaîtrait définitivement du concert de la gouvernance nationale. Dès lors, il était de notre devoir impérieux de relever ce défi existentiel. C'est ce qui a fondé notre engagement de chaque instant faire en un an et de manière irréversible de ce Conseil économique et social rénové une institution visible, impactante et performante, c'est-à-dire un CES VIP. La 7e mandature du Conseil économique et social s'engage résolument à mériter la confiance placée en elle par le chef de l'État et elle travaille résolument à mettre l'institution sur orbite de développement avec en toile de fond des performances inédites déjà enregistrées. Placée sous le signe du devoir et de l'engagement responsable, la première session ordinaire du Conseil syndical a été ouverte. Cette rencontre fait suite à plusieurs échanges et traduit une volonté de renforcer le dialogue au sein de l'institution. La session a pour objectif de développer les compétences des membres du Conseil syndical afin d'améliorer l'efficacité de leur mission. Elle souligne également l'importance de l'attitude constructive et du sens des responsabilités pour maintenir un climat social serein. Plus de précisions dans cet élément que nous propose le confrère de la télévision Hémicycle. Qu'il me soit permis de rappeler quelques propos forts du président de l'Assemblée nationale à notre dernière rencontre. Je cite: « L'Assemblée nationale est un haut lieu de la politique. L'administration parlementaire, elle, ne doit jamais être partisane. La neutralité n'est pas une option.
elle est une exigence. C'est en réitérant ces engagements que le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale a lancé les travaux de la première session ordinaire 2026 du Conseil syndical du SINAPA. Fort de ce rappel, il a exhorté les participants à maintenir l'esprit de responsabilité et de collaboration propre à l'administration parlementaire, tout en saluant la maturité exemplaire dont fait preuve le syndicat. Vous êtes les artisans silencieux du bon fonctionnement de l'institution. Vous êtes comme le muezzin chez les musulmans, la cloche chez les chrétiens, qui rappelle aux uns et aux autres leur engagement. Par votre rigueur, votre expertise et votre sens de devoir, vous contribuez chaque jour à la crédibilité et à la performance de notre Parlement. Je tiens à saluer la maturité et le sens de responsabilité dont votre organisation a toujours fait preuve. Le syndicat est un partenaire social légitime et son rôle dans la défense des intérêts des travailleurs est connu. Adoptant un ton rassurant, Abou Toro a réaffirmé au personnel parlementaire l'intérêt soutenu que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifamen Tchogbenou, porte à l'examen de leurs préoccupations. Le président de l'Assemblée nationale est pleinement conscient des grandes préoccupations du personnel parlementaire, à savoir l'amélioration des conditions de travail, la valorisation des carrières, le renforcement des capacités par la formation continue, l'adaptation de l'administration parlementaire aux exigences de la modernisation. Ces préoccupations sont celles de nous tous. Elles feront l'objet d'un examen attentif dans un esprit d'ouverture, de responsabilité et de respect des textes qui régissent notre institution ainsi que les contraintes budgétaires. De son côté, le secrétaire général du SINAPA a souligné qu'en marge de l'examen des documents statutaires, le bureau exécutif a couplé cette session à un mini-atelier de renforcement des capacités destiné aux membres du conseil syndical. Cette démarche procède d'une conviction forte. Le syndicalisme moderne ne peut plus se limiter à la seule logique de revendication. Il doit également s'inscrire dans une dynamique de syndicalisme de développement, fondée sur la responsabilité, le dialogue, la compréhension des enjeux institutionnels et la recherche de solutions durables au bénéfice des travailleurs de l'administration. Les communications prévues ce matin visent ainsi à mieux outiller les membres du conseil syndical à renforcer leur cohésion et à leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans l'orientation, le contrôle et l'animation de la vie syndicale du SINAPA. Véritable organe de pilotage, la session ordinaire du conseil syndical du SINAPA a offert un cadre d'analyse des tests statutaires. Elle a également permis de dresser le bilan des activités passées et de définir les futures orientations pour la défense des droits du personnel parlementaire. La Commission béninoise des droits de l'homme CBDH franchit une nouvelle étape décisive dans son processus de professionnalisation à travers la formation conjointe de son personnel administratif et de ses commissaires. C'était le lundi 23 février dernier à Cotonou. Cette initiative stratégique vise à renforcer les capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles de l'organe afin d'assurer une protection plus efficace et indépendante des droits humains au Bénin. Nos confrères de ETélé pour le reportage. Renforcer l'institution pour protéger le citoyen. Les membres et le personnel technique de la Commission béninoise des droits de l'homme sont en immersion depuis ce lundi 23 février à Cotonou. L'objectif est clair, une formation initiale intensive pour s'approprier les outils de défense des libertés fondamentales. Pour la vice-présidente de la CBDH, cette étape est le point de départ d'une institution plus forte. Ce renforcement des capacités vise à vous donner les outils nécessaires pour accompagner davantage et efficacement les commissaires dans la mise en œuvre de notre vision commune. Une CBDH crédible, réactive et au service exclusif de l'être humain. Pour cette session, un invité de marque partage son expérience. Michel Forst, secrétaire général de l'Association francophone des commissions de droits de l'homme, apporte son regard sur les défis mondiaux et locaux de la protection des droits de l'homme.
Déjà présent au Bénin il y a quelques années pour un audit de la CBDH, l'homme revient cette fois pour approfondir plusieurs thématiques, notions fondamentales, instruments internationaux ou encore techniques d'investigation et de communication. Au cours de ces 2 journées de l'hôtel Golden Tulip, les échanges vont donc porter sur des notions fondamentales des droits de l'homme. Ce sera pour moi plutôt un rappel, parce que j'imagine que vous connaissez déjà le cadre international des droits de l'homme dans lequel opèrent les INDH. Nous aurons ensuite une session sur le fonctionnement des INDH, avec un rappel des missions des principes de Paris, du mandat, les relations avec les partenaires nationaux, les partenaires internationaux, le processus d'accréditation, ainsi que les techniques d'investigation, de rédaction administrative, de production des rapports et de communication. Cet atelier bénéficie de l'appui du gouvernement qui voit en la CBDH un partenaire stratégique de l'État de droit. Le ministère de la Justice, représenté par le directeur adjoint du cabinet du ministre, souligne ici l'importance d'avoir des acteurs formés aux procédures internationales pour crédibiliser davantage l'action du Bénin sur la scène des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme se tient au cœur de l'architecture nationale de promotion et de protection des droits humains. Institution essentielle, elle porte une mission d'une noblesse incontestable, veiller à ce que chaque citoyen bénéficie effectivement du respect intégral de ses libertés fondamentales. Cette mission requiert des hommes et des femmes engagés, une compétence solide, une expertise technique raffinée et une capacité d'analyse conforme aux normes internationales les plus élevées. C'est dans ce dessein que s'inscrit la présente formation qui dépasse du simple transfert de connaissances pour devenir un véritable instrument stratégique. Les travaux s'étendent sur 2 jours et le calendrier s'annonce chargé. En dehors de l'atelier, la commission ouvrira mercredi 25 février un autre chantier de taille avec une table ronde consacrée au plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur les défenseurs des droits humains. Dans un autre registre à présent, le duo candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, duo Wada Talata, a rendu publique la liste des membres de son équipe de campagne, une organisation structurée et pensée pour couvrir efficacement les 24 circonscriptions électorales et les 12 départements du Bénin. Au micro de nos reporters, le consultant et chroniqueur Agapit Napoléon Maforican commande cette architecture de l'équipe de campagne. On le suit. Disons une architecture de l'équipe de campagne. Quand on parle de l'architecture, ça veut dire qu'on peut encore mettre des éléments. C'est la configuration. C'est la configuration, la structure. Donc, vous avez une équipe de supervision. Non, c'est une équipe stratégique. Une équipe stratégique. Vous avez une coordination nationale. Vous avez une direction de campagne. Un directeur de campagne. Vous avez maintenant des coordinations des circonscriptions électorales. Donc, la coordination de chaque circonscription électorale. Vous avez 24 coordinations de circonscriptions électorales composées de 2 personnes par coordination. Et vous avez enfin les comités médias et matériels et logistiques et puis finances. 3 comités. Alors voilà la configuration. Mais les membres, quand on dit comme je vous l'ai dit, une configuration ouvre les perspectives toujours pour qu'on finalise l'équipe. Parce qu'on n'a pas vu les équipes de quartier de ville et de village, on n'a pas vu les équipes d'arrondissement, on n'a pas vu les équipes de communes, on n'a pas vu les membres des comités techniques. On avait 3 membres, 2 membres, mais ils peuvent encore être réétoffés. Pour vous dire que la direction de campagne, telle que c'est structuré, je me demande, le directeur de campagne va travailler avec les comités sans doute et sous la coordination de la coordination nationale et avec les instructions stratégiques donc, de l'équipe autour du président de la République. Donc la deuxième information, c'est effectivement le président de la République qui se met directement dans la campagne de son successeur. C'est la première fois que ça se passe de cette manière, de manière aussi formelle.
Avant, sous le président Yahi, les rôles n'étaient pas aussi clairement définis. Ici, le président Talon montre clairement qu'il se positionne dans le processus d'élection. Donc, de son succès, il l'avait dit en novembre 2023 et en février 2024. Et je pense qu'il est en train de tenir parole. L'autre élément, c'est que l'équipe est composée. L'architecture, c'est globalement l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Il n'y a pas d'autres nationalités particulières dedans, à ma connaissance. Et enfin, donc s'il n'y a que les deux, c'est qu'il y en a au moins un exclu. C'est le Moël Bénin, qui ne se retrouve pas dans cette architecture et qui, sans doute, fait les frais de l'option solitaire d'aller à la conquête du pouvoir. Donc voilà l'un dans l'autre les premières observations que je peux faire par rapport à cette équipe. Bertin Kohovi n'est plus membre du parti politique Bloc républicain. Dans une lettre de démission adressée au secrétariat exécutif du Cheval Blanc Cabré et au bureau politique national du parti en date du 22 février 2026, l'acteur politique a annoncé avoir pris acte des sanctions prises à son encontre par la hiérarchie du parti. Au micro d'une équipe de notre rédaction, Dr Bertin Kohovi, coordonnateur national de la dynamique Wadaï 2026-2040 et président du Défensorat du peuple béninois, est revenu sur les raisons qui ont motivé son départ du BR. J'ai bel et bien démissionné. J'ai démissionné sur un plateau de télévision en direct pour qu'il n'y ait pas de doute à cela. Donc vous pouvez être péremptoire, affirmatif, j'ai démissionné. J'ai démissionné tout simplement pour coller au test de la sanction qui m'a été affligée le 7 février passé, qui demandait que pour 1 an, je ne me mêle ni de près ni de loin à aucune activité politique du bloc républicain. Il se trouve que le 12 avril prochain, nous avons une élection et le bloc républicain et moi-même, nous avons un candidat en commun, Romel Wadaï. Imaginez que Romel Wadaï soit en train de faire une activité et que je sois invité, que le bloc républicain soit là. On me traitera d'indiscipline. Donc il fallait couper le pont, la subordination avec le parti pour que je puisse être à des activités de Romel Wadaï que je soutiens sans violer les règles de mon ancien parti. Il faut poser la question à ceux qui ont voté le système partisan, j'en sais rien. Ce que je sais, même dans le mariage, il est bien prévu la possibilité de divorcer. Moi, je lis le Coran. Il est bien dit que même un couple uni devant Allah peut démissionner. Mais les conditions sont prévues. Et donc, je crois que le système partisan doit avoir prévu les modalités de démission. Or, moi, je suis un homme et un parti politique par moi-même. Aujourd'hui, 65% des Béninois ne sont pas allés voter le 11 janvier passé. Il faut bien canaliser ceux-là, il faut les amener dans le creuset politique et je veux être leur leader. Les mouvements qui se créent à gauche et à droite, je vais les canaliser autour de Romel Wadaï. Et peut-être qu'en 2030, 2031 ou bien 2032, on va se formaliser en 3e voie. Donc, moi, vous ne me verrez pas ni à UPR, ni à FCBE, où certains m'invitent déjà, ni à LD. Non, je reste Kohovi et je mobilise pour la victoire de Romel Wadaï le 12 avril prochain. Mais je ferai la politique comme je l'ai toujours fait, sans parti politique nécessairement. Ceux qui sont dans les partis, qu'est-ce qu'ils disent? Durant 4 ans, c'est moi qui ai animé la vie politique ici. Je le faisais pour mettre le BR en avant. Je disais, BR ne m'a jamais demandé de faire ce que j'ai toujours fait. Nous allons toujours faire ce que nous avons fait du Kohovi. Suivons à présent quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui donnent leurs avis sur cette démission du docteur Bertin Kohovi. Ils sont au micro d'une équipe de notre rédaction. Je remercie M. Kohovi pour avoir posé l'acte qu'il vient de poser. C'est un homme pour moi très libre.
et aller se caserner dans un parti politique, selon moi, depuis toujours, j'ai toujours dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas rester connaissant l'homme. Et si aujourd'hui, il écrit pour demander sa démission, je lui dis bravo. Parce que, étant président d'un parti que lui seul, il appelle tous les jours, il ne peut pas être dans un bloc et développer ses idées. Aujourd'hui, il dit dans sa démission que tout commence dès la signature de sa démission par le bloc républicain. Je lui dis et je répète, merci M. Bertin Kovi de l'acte que vous venez de poser. C'est un bravoure que le peuple béninois vous reconnaît et sache qui vous êtes réellement. Aux élections passées 2026, les élections législatives puis communales, et Bertin Kovi a dit quelques propos sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est cet moment que les partis et bloc républicain a donné du sanction pour dire que ce qu'il est en train de raconter, car là, ce n'était pas bon. Et ils ont donné sanction homme politicien Bertin Kovi. Et après, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et Bertin Kovi était parti sur une chaîne privée. Et il a fait sortir, lui-même, il a fait sortir son... Avant, ils ont donné du sanction. Il n'a pas dit démission. Et maintenant, lui-même, il a donné son démission sur les partis bloc républicain. Je pense que pour moi, en tant qu'observateur politique, et pour moi, ça, c'est du pipeau. Ce n'est pas en ce moment que Bertin Kovi va démissionner. Quand tu es dans un groupe, si le groupe a dit de faire ça là, c'est ça que tu vas faire. Et je pense que son politique, ce n'était pas bon. Quand tu es dans un bord, il faut rester dans un bord. Il ne faut pas faire n'importe quoi, rien comme ça là. Je pense qu'il a mal supporté qu'on le suspend pour une période comme ça. Bon, pour quelqu'un qui aime la liberté de parole, moi je pense qu'il ne peut pas rester comme ça. Donc, sa démission n'est rien d'étonnant. Mais il dit que lui soutient encore le candidat Ouadahi. Il a encore un soutien indéfectible envers le président Talon. Donc, moi, je vois mal les gens là venir dire que, bon, il les soutient. Parce que les propos, il ne peut pas le contrôler. Il ne peut pas le contrôler de ses propos. Donc, c'est un monsieur, il est libre. C'est un homme libre. Donc, on ne peut pas, dans un parti politique, on ne peut pas l'imposer le silence. Et c'est ça qu'on a constaté. Donc, maintenant qu'il n'est plus là, il peut parler comme il veut, même s'il est soutenu. Si ça dérapé, ça fait son colis. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons deux partis clés. Et aujourd'hui, ils voulaient travailler pour le pays et pour le peuple béninois. Et qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus celui qui va rester dans quel parti et aller dans ce parti. C'est ça que nous sommes en train de refuser. Et que c'est ça que Talon est en train de refuser. Et ils ont voté une loi pour ça. C'est pour cela que s'il sort, il n'a plus le droit d'aller dans une partie comme UPR. C'est son choix, Bertin Kovi. Je ne l'accuse pas, mais je vois ce qu'il est en train de dire dans tous les réseaux sociaux. Cette édition se poursuit 6 mois après le lancement de la phase pilote du guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances par l'ANIP et son partenaire, le ministère de la Santé, les différentes parties prenantes, le programme WURI, l'UNICEF, le ministère de l'Intérieur, se sont réunis le 24 février 2026 à Cotonou pour un atelier bilan, une activité dont l'objectif est de faire le point et de définir ensemble les perspectives. Le point de la science avec nos confrères de Eden TV dans cet élément. Pour
Pour corriger le déphasage entre le taux de naissance déclaré et celui des naissances effectivement enregistrées, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a mis en place un guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances. 6 mois après la phase pilote conduite dans 10 formations sanitaires réparties sur toute l'étendue du territoire national, l'ANIP a organisé le mardi 24 février 2026 un atelier bilan de capitalisation à Azalaï Hôtel de Cotonou. Cette rencontre a permis d'évaluer les résultats de l'expérimentation du guichet unique dans les formations sanitaires publiques. L'atelier a réuni les représentants de l'État civil, du ministère de la Santé, des représentants de l'UNICEF, du projet OURI, des agents de l'ANIP, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers et des professionnels des médias. Nous ne sommes pas réunis pour commenter un projet pilote. Nous sommes ici pour évaluer une réforme structurelle. Car l'identité commence à la naissance. Un enfant non enregistré est un citoyen invisible. Et au Bénin, notre objectif est très clair. Plus d'enfants invisibles au Bénin à l'horizon 2028. Ces dernières années, plus de 2 300 000 naissances ont été déclarées dans notre pays. Pourtant, moins de 40% d'entre elles ont été effectivement enregistrées dans le système d'état civil. En 2025, le taux était inférieur à 25%. Le problème n'était pas la volonté des parents, il ne l'a jamais été. Il est organisationnel. Notre modèle imposait une rupture. Naissance, déclaration, déplacement, enregistrement. Ce déplacement était la barrière. Face à cette réalité, nous avons fait le choix de transformer le modèle et non de faire un ajustement. Rapprocher l'enregistrement du lieu de naissance, intégrer déclaration et enregistrement. Le représentant de l'État civil a souligné la pertinence et la nécessité de cette initiative. L'accès effectif à l'enregistrement des naissances constitue la porte d'entrée vers l'exercice des droits fondamentaux et l'accès aux services sociaux de base. Le guichet unique de déclaration de naissance s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il vise à rapprocher le service public des citoyens, à simplifier les procédures et à s'assurer l'immédiateté de l'enregistrement des naissances, une ambition chère à l'UNICEF pour le bien-être et la protection de l'enfance béninoise, de même que OURI, qui nous permet d'atteindre convenablement nos objectifs. De leur côté, les partenaires ont réitéré leur engagement à accompagner et à pérenniser le projet. Mais un pilote est avant tout un apprentissage. Il met en lumière les ajustements nécessaires. Renforcement de capacités, besoins techniques, mécanismes de financement durable, harmonisation des procédures. Cet atelier de capitalisation doit donc nous permettre d'analyser avec rigueur les résultats, de documenter les leçons apprises et d'identifier les conditions d'un éventuel passage à l'échelle. L'UNICEF, aux côtés de WURI, réaffirme son engagement à accompagner l'ANIP et le ministère de la Santé pour que cette dynamique contribue durablement à garantir à chaque enfant son premier droit, le droit à une identité légale. Au cours de la rencontre, les résultats issus de la mise en œuvre de la phase pilote ont été présentés aux participants, mettant en lumière les avancées enregistrées ainsi que les défis à relever. Nous avons observé au niveau des formations sanitaires pilotes que 17 011 enfants ont été déclarés et sur les 17 011, 13 069 enfants ont été enregistrés, ce qui donne un taux de 16,56% d'enregistrement. Comparé au taux de l'année 2025 qui était de 21,95%, nous pouvons dire que le taux d'enregistrement au niveau des guichets pilotes est plus de 3 fois supérieur à celui de 2025. Cela nous amène à dire que le problème n'était pas la déclaration, mais que le principal frein était le fait que les parents se déplacent vers les guichets de l'ANIP pour assurer la complétude des informations de l'enfant. Pour rendre l'initiative irréversible, l'ANIP et le ministère de la Santé sont appelés à travailler en synergie, a indiqué le directeur général de l'ANIP, insistant sur la nécessité d'une coordination renforcée entre les différentes parties prenantes. Sommes-nous prêts à passer à l'échelle nationale? Ce passage à l'échelle repose sur la maîtrise de 4 leviers, des équipes formées et coordonnées,
des plateformes robustes, des équipements disponibles et une connectivité sécurisée sur tout le territoire. Des procédures harmonisées et reproductibles entre nos institutions, principalement l'ANIP et le ministère de la Santé. Des ressources budgétaires et logistiques sécurisées. La présentation de la plateforme de déclaration des naissances, les sessions d'échange, la formulation des recommandations, ainsi que la présentation et l'amendement du rapport de l'atelier ont constitué les temps forts de cette rencontre stratégique. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Bénin lance une campagne nationale contre l'exercice illégal de la profession. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Nos confrères de la télévision nationale pour le point. L'exercice illégal de la profession comptable libérale est réprimé au Bénin. Le phénomène prend de l'ampleur. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Bénin veut, à travers cette campagne, assainir le secteur financier et garantir la compétence et la déontologie des professionnels. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de protection, de défense, de pédagogie et de responsabilité collective. Elle vise à rappeler que la comptabilité n'est pas une simple formalité administrative, mais un pilier fondamental de la transparence financière et de la sécurité juridique de nos entreprises. Choisir un expert comptable inscrit à l'ordre, c'est choisir la sécurité, la conformité et la crédibilité. Au-delà de la sensibilisation, cette campagne marque une étape décisive, celle d'une profession résolument engagée à faire respecter la loi, à protéger les entreprises et à contribuer activement à l'assainissement de l'environnement des affaires au Bénin. Cette campagne de sensibilisation, la première du genre, va sillonner les villes de Cotonou, Porto Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitengu. Les membres de l'ordre vont donc échanger avec les chefs d'entreprise et attirer leur attention sur les risques encourus. L'esplanade de l'Amazone a servi de cadre le 22 février dernier à la finale de la 5e édition du marathon Be The Best de Cotonou. Lancée le vendredi 20 février, la compétition a réuni plusieurs athlètes professionnels en provenance d'Afrique et d'autres continents, ainsi que de nombreux amateurs. Pendant 3 jours, sport et culture se sont conjugués dans une ambiance conviviale et festive. Cette édition confirme l'ancrage progressif de l'événement dans le paysage sportif et culturel béninois. Le reportage dans cet élément que nous proposent nos confrères de E-Télé. L'esplanade de l'Amazone a vibré au rythme de l'athlétisme ce dimanche 22 février 2026 à l'occasion de la finale de la 5e édition du marathon Be The Best de Cotonou. Démarré le vendredi 20 février 2026, cet événement a rassemblé des élites de l'athlétisme africain, des athlètes venus d'autres continents ainsi que des participants issus de toutes les couches sociales. Pour le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral, ce marathon allie harmonieusement culture et sport. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce genre de trucs sans associer toutes les différentes couches. Ce matin, vous avez vu les Angbetor jouer. Et depuis, il y a également les gens de la classe culturelle. Les établissements ont également presté. Donc, c'est une activité qui combine culture et sport. Et cette 5e édition est une chance pour nous au Bénin. Parce que nous avons vu toutes les couches sociales, même ceux de l'extérieur, des étrangers ont compétit. Pour les prix que je viens de donner, vous voyez, c'est des Nigériens qui ont gagné les différents prix. Le marathon Be The Best de Cotonou offre une diversité de disciplines, ce qui permet à chacun d'y participer selon son désir et ses aptitudes. Donc, chaque fois, nous travaillons pour la santé et le bien-être du plus grand nombre. Donc, il y a eu le marathon, qui est souvent pour les élites, de 42,195 km. Il y a eu le semi-marathon, le 21,100 km. Il y a eu le 10 km en course, il y a le 10 km en marche. Il y a eu le 5 km en course et le 5 km à la marche. Il y a eu aussi le 21 km à la marche. Donc, voilà l'ensemble des compétitions que nous avons eues ce matin pour le marathon, la 5e édition du marathon Be The Best de Cotonou. Au terme de cette dernière journée, des participants louent l'initiative et se réjouissent de l'ambiance conviviale qui a prévalu tout au long de cette compétition. Nous participons à des courses et je sais que ce matin,
cette distance que j'ai parcourue, ça m'a fait du bien et je me retrouve encore debout. C'est une grâce. L'organisation est vraiment bien et je souhaiterais que les années à venir, que cela se répète. Je suis venu spécialement pour le marathon de Cotonou, qui est entre parenthèses très bien organisé. Et donc moi personnellement, j'ai participé aux 10 km. Alors pour moi, c'est une première parce que comme je travaille en Suisse, j'ai l'habitude de m'entraîner dans les montagnes et je n'ai pas l'habitude des températures excessives. Donc pour moi, ça a été très très dur et surtout courir sur route. Vous savez, les questions de santé, physique, mentale, psychique et tout, ça va avec l'exercice. Il faut faire de l'exercice. Donc il faut brûler les calories et tout, pas ce temps de pathologies diverses. On parle de diabète, d'insuffisance rénale et bien d'autres maladies. Il ne faut pas s'asseoir. Il faut bouger, il faut remuer les muscles. Et donc, ceux qui organisent Be the Best trouvent quand même cette occasion, offrent cette occasion à ceux qui prennent part de se remuer. Et ça fait prendre même des habitudes. La 5e édition du marathon Be the Best de Cotonou a ainsi marqué les esprits. Plus qu'une simple compétition, cet événement à la fois sportif et culturel constitue un véritable moment de partage, de dépassement de soi et concourt à la préservation de la santé. Sport dans cette édition, pour boucler, je l'annonçais, la 18e journée de la Celtics League Pro a connu son épilogue ce week-end au classement avec les résultats ci-après. Aspac FC et Espoir de Savalo se sont quittés sur un score de 0 but partout. Même score pour Odu FC Voix, Asvo FC, Buff FC et Dynamo d'Abomey se sont quittés sur le score de 3 buts à 1. Baliganset, Dynamo Dragon FC se sont quittés sur le score de 0 but partout. Par contre, AS Cotonou, Cavalier FC se sont quittés sur le score de 2 buts à 0. Coton FC, Dadier FC se sont également quittés sur le score de 3 buts à 0. Par contre, Sobemap FC et Aema FC se sont quittés sur le score de 3 buts à 1. USS Craqué face à la jeunesse sportive de Kobe se sont quittés sur le score de 1 but partout. Même score pour Damissa FC face à Loto Popo, 1 but partout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.